merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour parler du livre de Joseph Dallein, La bataille du vélo, vaincre le système automobile. Donc c'est un livre qui est sorti il y a 2 mois et demi maintenant, et qui nous a particulièrement intéressés dans la mesure où il est sorti dans un contexte assez passionné à Paris, avec la mise en place d'une consultation citoyenne sur le vote des SUV. De manière générale, c'est aussi un sujet, le vélo et la place de la voiture en ville, deux sujets qui sont très liés finalement. Donc voilà, on voulait vous proposer de parler avec l'auteur de ce livre, Joseph, qui a une grande expérience associative dans le monde du vélo, puisqu'il est administrateur de la Fédération nationale des usagers de la bicyclette, pour présenter un peu cette réflexion sur la place des différents modes de transport qui, dans les villes, sont parfois assez contraints. Moi, je travaille pour l'association Mieux se déplacer avec Cizé, qui est une association parisienne et désormais francilienne de promotion du vélo comme mode de déplacement, pas comme objet de loisir en Île-de-France, et donc qui forcément est très intéressé par ces considérations sur l'usage de la voie publique et de l'espace public en général. Je vais tout de suite laisser la parole à Joseph. Et, merci beaucoup. Et avant ceci, pardon, un mot de Alors, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. On est très content d'accueillir l'association Mieux se déplacer à bicyclette ce soir à la médiathèque et Joseph. Donc pour rappel, la bibliothèque a un fonds de livres sur le développement durable et l'écologie. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des bibliothécaires, et on organise aussi beaucoup de conférences ou d'ateliers sur différents sujets. Donc c'est pareil, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou vous renseigner auprès des bibliothécaires qui travaillent ici pour en savoir plus. On espère vous voir nombreux et nombreuses. Ce lieu est ouvert à tous, gratuit bien entendu. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça sans micro? Pour ceux qui entendent. Oui, au fond on m'entend. Il y a une dame qui dit pas vraiment derrière. Non. Vous préférez? Ok, bon, je vais utiliser le micro, c'est pas grave. Merci pour l'accueil. C'est un exercice particulier d'être interprété, c'est la première fois pour moi. J'espère que ça va bien se passer. Merci d'être venu. Je vais poser une question, juste pour savoir à peu près à qui je parle. Qui, aujourd'hui, est venu autrement qu'en voiture? Petit temps d'attente, je pense. Ça marche. Qui considérerait que le choix de son mode de déplacement est quelque chose de très important dans son identité politique. Qui considère que la manière dont il se déplace est importante dans son identité politique. Bon, il y a quand même pas mal de mains levées, avec un peu de latence peut-être. Très bien, parfait. Alors d'où je parle, je vais vous parler. Donc Émeric l'a dit, j'ai été secrétaire général, on va dire secrétaire national de la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est donc la Fédération nationale des associations qui œuvrent pour le développement de l'usage du vélo en France, entre 2017 et 2021. En 2017, il y avait 200 associations membres. En 2021, il y en avait 400. Donc je pense avoir été très impliqué à un moment d'explosion de la pratique du vélo. Par ailleurs, j'ai 2 engagements militants qui dépassent la question de la promotion de l'usage du vélo. Et mon bouquin, il est le fruit d'une désillusion, en tout cas d'une prise de conscience, à un moment donné, un décalage, on va dire, entre
sentiment qu'on était en train de gagner fortement une bataille perdue pendant 30 ans. Que voilà, on était dans une phase d'accélération politique, qu'on allait obtenir tout un tas de choses. Donc, par exemple, en 2018, l'annonce par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, d'un plan vélo, donc du financement, financement par l'État d'une politique cyclable ambitieuse, entre autres choses. Mais c'était en septembre 2018, à peine 2 mois plus tard, c'est le début des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, même si ça a été beaucoup d'autres choses, ça a aussi été, enfin ça s'est lancé, il ne faut pas l'oublier, sur une histoire de prix du carburant. Par ailleurs, j'étais assez impliqué sur d'autres plans en politique à ce moment-là, et donc ça a été un moment de grande tension, et cette grande tension m'a habité pendant suffisamment longtemps pour que je me dise, il faut que j'écrive. Donc, à la fois d'un côté, un développement de l'usage du vélo, de plus en plus de gens, sans doute comme vous, qui considèrent que c'est quelque chose de très important, son mode de déplacement, et en parallèle, beaucoup de signes qu'on n'est pas vraiment profondément en train de changer la donne. Et juste pour vous donner un dernier exemple, Emmanuel Macron, dans une interview à TF1 en septembre ou en octobre, qui dit que la bagnole, il l'adore. Et donc ce bouquin, il vise justement à dépasser cette tension, et il se divise du coup, enfin il y a 2 gros volets. Le premier volet, c'est la question de essayer de comprendre ce qui nous arrive, essayer de définir le monde dans lequel on vit et la place des transports dans ce monde, et une deuxième partie qui du coup est un peu plus centrée sur ma propre expérience de comment le vélo peut contribuer à essayer de dépasser cette situation problématique. Du coup, premier volet, le monde dans lequel on vit. Je ne vais pas tout raconter, du coup je vais faire une sélection extrêmement brutale de quelques éléments. Il y a toute une partie qui me semble importante pour tout le monde, de faire la genèse, ou en tout cas retracer l'histoire de notre système de déplacement. Il y aurait énormément de choses à dire, mais pour en dire qu'une seule, en lisant des historiens de l'urbanisme, des historiens des transports, ce qui me marque, c'est que la situation dans laquelle on est le fruit d'une succession de conflits permanents entre différentes visions de ce qu'est la vie bonne, on va dire, ce qu'est l'espace public, la vocation de la ville, la vocation des territoires. Pour donner juste un exemple, en tout cas aux États-Unis c'est très clair, il y a une action concertée d'un certain nombre d'agents, promoteurs de l'automobile, pour changer les règles, transformer un opinion publique qui était très réfractaire à la présence d'automobiles dans l'espace public. Et donc voilà, une espèce de coalition, pas forcément coordonnée par un grand complot, mais en tout cas qui converge dans ses velléités à transformer l'espace public et à imposer une vision de l'espace public où en gros la route c'est un tuyau à voiture et les autres usagers doivent laisser leur place. L'autre chose qui nous semble intéressant à reprendre pour comprendre là où on en est, c'est que les problèmes liés à l'automobile, les problèmes de notre système de transport, ça n'est pas que les émissions de gaz à effet de serre, même si c'est sans doute un problème qui est suffisant pour dire que ça ne peut pas durer. Mais moi je pense que c'est important de voir les autres problèmes liés au système de transport, à savoir que le système de transport, dont l'étalon, le centre et l'automobile, c'est des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution, du bruit, mais c'est aussi un climat de violence routière. Je pense que vous êtes tous et toutes concernés, enfin en tout cas vous le sentez probablement,
que l'automobile c'est un climat ce que l'automobile fait à l'espace public est destructif du lien social, de la confiance de tout un tas d'usagers et usagères vulnérables, les enfants, les personnes âgées, etc. Et par ailleurs, le système de transport actuel est un système extrêmement vulnérable, qui met des gens dans des situations de vulnérabilité parce que n'importe quel incident de parcours dans l'existence met potentiellement un individu dans une situation d'isolation sociale complète s'il n'est plus apte à conduire, s'il a un problème de véhicule, et on le voit très régulièrement, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes engagé dans des associations de solidarité en milieu périurbain ou rural, il y a énormément de situations problématiques qui sont liées à la perte d'un véhicule, aux pertes de permis, et donc toute une dégringolade sociale liée à une rupture dans les transports, donc une vulnérabilité individuelle, mais aussi une vulnérabilité collective, où on est tellement, l'automobile est tellement centrale dans les systèmes de transport, même si ça ne semble pas évident à Paris parce qu'il y a énormément de gens qui ne prennent pas la voiture. L'automobile est tellement centrale dans les systèmes de transport qu'une rupture dans la chaîne d'approvisionnement du pétrole, par exemple, a des conséquences en cascade extrêmement graves, et on l'a vu au moment de la grève des raffineurs pendant la mobilisation sur la retraite, où tout à coup, assez vite en fait, par rapport à deux problématiques, on s'est dit on va organiser la distribution du carburant, il faut faire quelque chose de manière très rapide. Donc voilà, tout un tas d'externalités environnementales, une vulnérabilité individuelle et sociale, l'exclusion de tout un tas de gens de pratiques considérées comme normales, en particulier les enfants, qui sont donc exclus, à part un centre urbain très dense, mais qui sont donc exclus de l'autonomie. Et puis, plus fondamentalement, ce que j'essaye d'apporter peut-être aussi au débat, c'est ce que j'appellerais l'aliénation automobile, à savoir, l'aliénation, en très gros, ça voudrait dire on fait ce qu'on ne veut pas faire, on pense même ce qu'on ne voudrait pas vraiment penser. Alors j'ai plus d'exemples extrêmement précis à vous apporter, mais normalement j'en ai un. Mais en fait, la place de l'automobile dans le système de transport est tellement centrale que notre perception des distances dans les territoires est modelée par l'automobile. Les Anglais parlent du windshield effect, de l'effet pare-brise, où en fait le monde est vu à travers le pare-brise plutôt qu'à travers le prisme de nos deux seuls yeux. Et pour donner une illustration de ça, il est commun, au courant, d'annoncer une distance en temps de trajet automobile, c'est à 20 minutes en voiture. Alors, quand on est particulièrement... quand on est très centré autour de la pratique du vélo, on peut se retrouver à dire c'est en 5 minutes à vélo, mais en tout cas en zone rurale, c'est très clair que c'est beaucoup plus intéressant d'annoncer un temps de trajet en automobile qu'une distance réelle. Et voilà, et ça c'est juste un exemple, mais je pense que c'est intéressant de faire une forme d'introspection pour celles et ceux d'entre vous qui conduisent, de ce que l'automobile vous fait. En tout cas, moi je constate que l'automobile me met dans une espèce de transe, quoi. Dans un rapport vraiment très différent au territoire, à la prise de risque. Je pense que je suis quelqu'un de courtois au volant, contrairement à beaucoup de gens, mais d'aucuns disent qu'ils deviennent radicalement différents au volant. Et donc l'automobile, en plus de transformer radicalement nos territoires, nous transforme radicalement en tant qu'être humain et en tant que société. Voilà, en gros, pour le constat que j'essaye de dresser. Et puis surtout, ce que j'essaye de dire dans le bouquin, c'est pourquoi c'est si difficile de changer cet état de fait. Pourquoi, alors que tout le monde dit qu'il y a un énorme problème avec l'automobile, rien ne change. On parle de mobilité, on n'a jamais autant parlé de mobilité durable. C'est devenu impensif de le dire, mais plus on parle de mobilité durable, moins on est en réalité capable de réussir à faire baisser les émissions, notamment de gaz à effet de serre des transports. Et plus on obtient de petites batailles culturelles, plus le rapport à l'automobile se crispe à l'échelle sociale. Et pourquoi ?
c'est, à mon avis, parce que le système de transport dont l'automobile est le centre aujourd'hui, justement, il fait système. Tout se tient, quoi. Chaque morceau se tient. Et en bon matérialiste, je ne sais pas comment on traduit matérialiste dans la SF, mais souvent dans la question de l'espace public, des choix de mode de vie, on dit c'est la culture. C'est-à-dire que les Néerlandais font plus de vélo parce que c'est la culture. Alors je pense que la plupart des gens qui sont un peu militants pro-vélo dans cette salle savent que c'est pas du tout vrai, que c'est des choix liés aux infrastructures, mais c'est bien le signe que ce qui va primer dans l'organisation sociale, c'est les infrastructures, c'est la matérialité de l'existence. Et pour moi, la matérialité du système des transports, c'est à la fois les infrastructures routières, concrètement, et donc c'est extrêmement difficile de changer ça, et les infrastructures routières, les infrastructures de logement, mais c'est aussi le capital valorisé par une mobilité personnelle et rapide et pas chère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est extrêmement difficile de revenir sur quelque chose aussi parce qu'il y a des intérêts capitalistes, en tout cas des investissements dont la vocation est de tirer un profit, et ce profit n'est possible que dans la mesure où une mobilité rapide et personnelle est possible. Et donc typiquement ces intérêts sont par exemple l'industrie automobile, qui est le plus évident, mais qui n'est pas forcément le seul en fait. Le logement, enfin l'immobilier, la construction neuve d'immobilier vit aussi de sa capacité à construire du neuf dans des zones jusque-là non habitées, et donc en minimisant les coûts de production de logement et en maximisant du coup le retour sur la production. C'est aussi le cas de la grande distribution, c'est le cas de la logistique. Alors c'est pas le cas de tous les intérêts capitalistes, il y a aussi des intérêts capitalistes qui n'ont pas d'intérêt à maintenir une fuite en avant dans les transports, mais ceux-là sont minorés et mis de côté. Donc ça c'est le volet infrastructurel du système automobile, et au-dessus de cette infrastructure vient la culture, et la culture, pour moi, c'est ce qui consolide la rigidité du système automobile, et donc la culture automobile, en gros, pour faire vite, c'est à la fois la loi, donc on a codifié les usages, on les a inscrits dans le dur, et donc ils deviennent indépassables, c'est l'idéologie. L'idéologie automobile, c'est l'idée que voilà, la liberté, c'est la capacité d'aller d'un point A à un point B sans se poser la question rapidement, sans se poser la question du sens et des impacts sociaux et environnementaux, et sans même considérer qu'en réalité, les déplacements, c'est une injonction sociale bien souvent, plus qu'un choix. C'est aussi les représentations culturelles mainstream, donc voilà, si vous regardez avec un peu une loupe un peu critique, je sais pas, les films cultes, la place de l'automobile dans ces films est assez centrale, la place de l'automobile dans les romances et dans les tensions, on va dire, érotico-romantiques de la culture populaire est extrêmement centrale. Tout un tas de choses en fait qui viennent nous marquer assez profondément dans nos représentations. Et même au-delà de la culture populaire et de l'idéologie commune, il y a même carrément une forme de fascination vis-à-vis de la vitesse, dont le tuning, on va dire, est l'expression la plus extrême, mais le tuning est un peu une forme d'arbre qui cache la forêt des fascinations ordinaires pour l'automobile. Je pense, en tout cas, comme un petit garçon normal de mon époque, j'ai adoré les voitures. J'ai longtemps caressé une carrière de designer de voitures, c'était ma passion de regarder Turbo le dimanche matin sur M6, ça existe encore. Et puis enfin la dernière couche, on va dire, culturelle qui consolide le système automobile, c'est la distinction, la distinction sociale. Chaque société est plus ou moins, invente plus ou moins des mécanismes pour distinguer les gens entre eux. En fonction de leur genre, en fonction de leur âge, de leur, je sais pas, de leur identité quelconque. Et
évidemment, les biens de consommation, enfin, dans l'ère de la consommation de masse, les biens de consommation remplissent cette fonction de distinction des groupes les uns avec les autres. Mais en fait, l'automobile a quand même un rôle assez central, je pense. En ça, c'est vraiment le bien le plus cher qu'on utilise dans l'espace public et qui a le plus gros volume, en fait. Donc l'extension de nous la plus visible. Et puis voilà, on voit bien une segmentation des marchés. Enfin, on produit je ne sais pas combien de modèles de véhicules différents qui remplissent tous la même fonction à nous déplacer et qui sont tous très légèrement différents en termes de volume, en termes de puissance, en termes de je sais pas quoi. Et donc ils viennent vraiment répondre à la question de se distinguer socialement les uns des autres à travers le véhicule, sans même compter la distinction entre les enfants et le reste. C'est-à-dire que l'automobile est peut-être aujourd'hui la dernière différence, en tout cas le dernier rite de passage entre les adolescents et les adultes, parce qu'il faut avoir 18 ans, bientôt 17 paraît-il, pour pouvoir conduire en autonomie. Alors c'est pas le cas dans l'intégralité des classes sociales en France, mais l'automobile reste pour énormément de milieux sociaux un rite de passage qui marque la différence entre les enfants et les adultes autonomes. Voilà, entre autres choses. Et donc, tout ça, additionné, agrégé, constitue quelque chose, un édifice extrêmement robuste. Et donc, toute critique vis-à-vis des systèmes de transport, en fait, affronte quelque chose de très très lourd et très très cohérent. C'est la grande difficulté. Néanmoins, ce que je cherche à dire aussi dans le bouquin, c'est que même si ce constat est pessimiste, il me semble que nous vivons une forme de crise du système automobile. Une crise parce qu'il y a une contradiction entre tous les méfaits objectifs et subjectifs liés au système de transport, la question climatique en étant peut-être la plus cruciale, et cette tentative de maintien. Donc, des deux contradictions qui font que on vit une crise. Les signes de cette crise, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont, je pense, la hausse de la pratique du vélo, qui en plus s'accompagne d'une forme de sens politique, je pense chez beaucoup de gens qui font du vélo, en tout cas un désir d'autre chose, un désir de rapport différent à la mobilité, qui pour moi est le signe d'un rapport critique au système de transport dominant jusqu'à présent. On le voit avec une forme de peak car, donc ça veut dire de fin, comme peak oil, je ne sais pas si ça vous parle. On est arrivé à la fin de la courbe de la croissance. C'est-à-dire que depuis 70 ans, le nombre de kilomètres parcourus en automobile ont cru chaque année. Chaque année, il y avait plus de kilomètres parcourus en automobile. Et il semblerait qu'on arrive à une forme de fin de la croissance annuelle. Ça veut dire qu'on n'a jamais autant parcouru de kilomètres en automobile dans l'histoire de l'humanité, mais ça n'augmente plus, ou en tout cas, la croissance a diminué. Donc ça, pour moi, c'est aussi le signe qu'il y a une forme de fin de la croissance, et un système qui se base sur la croissance, quand il ne croît plus, potentiellement, il s'effondre. Et puis, globalement, il y a quelques autres signes d'un rapport en crise à l'automobile, avec un taux d'accès au permis plus tardif. Alors, ça s'explique par d'autres facteurs. Mais juste pour justifier le fait qu'il y a une crise, je voudrais vous citer une petite citation du PDG de Renault Citroën, Luca Di Meo, qui le dit lui-même. « Certains ont commencé à prendre l'automobile en grippe. J'ai toujours dit que si les gens commençaient à haïr notre produit, c'était game over. » Moi, je trouve ça très intéressant. La vérité sort souvent de la bouche des gens qui n'ont pas intérêt à la dire. Donc ça, c'est les signes de la crise, on va dire. En même temps, qui dit crise, dit tentative de dépassement de la crise. Le système cherche à se maintenir. Et la manière dont on voit que le système cherche à se maintenir, c'est, on va dire, deux grandes tendances. Il y a le greenwashing, qui est donc la tentative de faire comme si tous les problèmes, toutes les contradictions n'en étaient pas. Et donc on va avoir un véhicule 100% propre, aucun problème lié à l'automobile, il suffit juste de substituer le parc existant
à un parc électrique, même si évidemment il faut substituer, enfin il faut, en tout cas l'électromobilité fait sans doute partie d'un système de transport désirable. Imaginez qu'on va être capable de substituer l'existant à quelque chose d'électrique fort simpliste, et parfois directement mensongère, parce que l'automobile fait des allégations environnementales trompeuses. Donc ça, c'est une manière de tenter de dépasser. Et l'autre chose, c'est plutôt encore un peu plus flippant, je trouve, c'est, on va dire, la radicalisation de l'idéologie automobile, avec une forme de crispation identitaire autour de l'automobile, qui s'incarne par exemple dans l'émergence de 40 millions d'automobilistes, pour les nommer, ou d'autres groupuscules un peu radicaux, ou même carrément des trucs encore plus flippants, à savoir, par exemple, c'est une anecdote mais que je trouve significative, la campagne des présidentielles d'Éric Zemmour en 2022 s'est lancée sur la base d'une pétition pour l'abolition du permis à point. Donc quelqu'un de l'équipe de Zemmour a lancé une campagne en disant pour la fin des points dans le permis. Donc on paierait juste les contraventions, on ne perdrait plus de points quand on fait des excès de vitesse ou autres délits routiers, qui a recueilli un nombre important de signatures, qui a permis à Zemmour de lancer sa candidature. Et on voit bien les signaux en fait, envoyés par l'extrême droite sur les questions d'automobile, en France, mais ailleurs c'est encore pire. Trump en est un archétype et des phénomènes, on va dire, de carbo-fascisme, donc de mobilisation de l'imaginaire automobile et d'une utilisation forcenée d'énergie fossile dans une rhétorique d'extrême droite. Et ça, c'est quelque chose qui se développe assez fort. Et qui est pour moi le signe d'un système qui ne fonctionne plus et qui, pour continuer à fonctionner, est obligé de se radicaliser et cliver encore plus fort. Donc, est-ce qu'on est vraiment en train de gagner la bataille? C'est une bonne question. Et j'en suis pas si sûr. Mais il va falloir la gagner. On n'a pas le choix si on a envie de survivre. Et c'est pour ça que je parle de bataille du vélo. C'est que je crois que dans cet effort compliqué pour essayer de dépasser le système de transport tel qu'il est aujourd'hui, le vélo peut avoir une contribution significative. Je ne sais pas comment qualifier, est-ce que ça va être l'avant-garde qui va permettre de révolutionner le système des transports, on va dire que c'est ça. On peut être aussi un petit peu plus modeste et se dire que ça va être significatif dans la transformation du système de transport. Pourquoi? Parce que le vélo a un potentiel révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vélo, c'est le seul mode de déplacement qui est attractif en soi, sans avoir besoin d'une surcouche idéologique. C'est attractif quand on a besoin d'avoir une activité physique, quand on n'a pas d'argent. Je ne connais pas de pratique alternative à l'automobile qui suscite un tel engouement. Et on le voit aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus de gens qui passent au vélo. En général, c'est plutôt des usagers des transports en commun, il ne faut pas se raconter d'histoire particulière. Mais c'est le signe que le vélo incarne quelque chose de désirable dans un système dont la fonction est surtout de se maintenir. Et surtout, ce qui m'intéresse avec le vélo, c'est que le sentiment ce que je défends, c'est que les gens qui se mettent à faire du vélo changent, vivent ce que j'appellerais une conversion, à savoir, faire du vélo, c'est une pratique, c'est une praxis pour avoir l'air intelligent, qui transforme le rapport à l'espace public. Il me semble difficile de faire régulièrement du vélo sans changer son rapport au monde. Il y a d'autres pratiques qui incarnent ça à mes yeux, c'est le fait d'avoir à pousser une poussette, ce qui m'est arrivé aussi. C'est pas exactement le même genre de décision, mais c'est le même genre de prise de conscience. Quand on se met à faire du vélo régulièrement, on se met à voir que l'espace public est extrêmement hostile à tout ce qui n'est pas une automobile. On se met à constater que le rapport à la distance est faussé. Et ça vaut aussi pour quand on se dit tiens, on va voyager à vélo, on va essayer de voyager sans voiture, on se rend compte qu'il y a un problème dans la manière dont est aménagé le territoire.
Et c'est à peu près aussi le cas quand on se met à pousser une poussette. Donc, pousser une poussette est aussi une pratique révolutionnaire, où on se rend compte que les trottoirs en fait sont tous comme ça, qu'il y a des bateaux devant tous les garages des endroits où il y a des garages, que les trottoirs sont squattés, qui sont trop étroits, qu'il y a extrêmement peu de considération pour les usagers les plus vulnérables. Et à vélo, en fait, on vit cette violence de l'espace public de manière assez forte, je pense. Et en ça, pour moi, le vélo est politisant sans le dire, quoi. Même quelqu'un qui ne se dit pas qu'il a un rapport politique au vélo se politise d'une certaine manière. En tout cas, j'espère. Par ailleurs, le vélo, c'est un objet, comme l'automobile, mais c'est un objet convivial, c'est un objet dont on peut facilement comprendre le fonctionnement, qui se répare relativement facilement, même si c'est de moins en moins le cas, et qui, on va dire, ne crée pas de besoin qui n'est pas apte à répondre, auquel il n'est pas apte à répondre lui-même, contrairement à l'automobile. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est développé par la pensée écologiste depuis fort longtemps, je ne reviens pas forcément dessus. Sauf que ce potentiel révolutionnaire du vélo, selon moi, il n'est pas suffisamment exploité aujourd'hui pour nous permettre d'imaginer gagner. Je vous passe un long chapitre dans le bouquin où je dis du mal des cyclistes. C'est pas vraiment central dans la raisonnement, c'était juste pour me faire plaisir. Et donc dans le bouquin, je propose une forme de programme révolutionnaire, pour utiliser un mot qui fait peur, en 3 R. Alors ce jeu de mots ne va pas marcher en langue des signes. Rassembler, grignoter, radicaliser. Et donc rassembler, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'aujourd'hui, le développement de la pratique du vélo n'est pas suffisamment capté au sens comme un captage, n'est pas suffisamment capté par les forces politiques organisées que sont les assos pro-vélo comme MDB ou d'autres, et n'est pas transformé en énergie politique explicite. Or, à mon avis, juste pour prendre Paris, si on réussissait à transformer chaque usager du vélo en un militant zélé pour la transformation des systèmes de transport, on ferait des progrès considérables, même si évidemment le problème du système de transport ne se résout pas qu'à l'échelle de Paris. Et donc, pour réussir à avancer, il faut donc grossir le mouvement en étant plus inclusif, plus représentatif de la société dans son ensemble, mieux impliquer, donc par exemple, je pense les enfants qui sont clairement un groupe social qui a un intérêt extrêmement fort et extrêmement immédiat à la transformation des systèmes de transport, mais aussi être capable de se développer en quartier populaire, en milieu rural, ce qui est aussi en train de se passer dans la dynamique positive qu'on vit aujourd'hui. Et je dirais même que le développement du mouvement pro-vélo, donc qui est en fait un mouvement réellement existant et organisé, mais qui dépasse les organisations, a tout intérêt à grossir, aussi pour d'autres raisons que la question de la transformation du système de transport, c'est que on vit une forme clairement de fascisation de la société, l'extrême droite est chaque année plus forte, le désir de sécurité devient un peu pourri un peu sur lui-même, et pour moi une des raisons de ça, c'est l'absence de repères politiques et de prise et de sentiment de prise sur sa propre existence. Et ce qui me semble intéressant avec le militantisme pro-vélo, on va dire pour les modes actifs ou pour la transformation de l'espace public, c'est que c'est quelque chose d'accessible, sans une politisation, sans un processus de politisation extrêmement long et extrêmement ardu. Il suffit de quelques grilles de lecture pour se dire ok, il y a un problème avec l'espace public, ça peut être ma contribution, et voilà. Et donc, quittant mon poste au bureau de la FUB, c'était vraiment ma conviction que je vis ailleurs, mais ça me semble extrêmement important de grossir, et c'est une fin en soi. Avoir plus de gens qui considèrent qu'ils sont militants et militantes pro-vélo, c'est une fin en soi, pas uniquement pour transformer le système de transport. C'était rassembler. Le deuxième R, donc grignoter.
en fait, aujourd'hui, on le voit, faute de mieux, on est un peu contraint de grignoter, quoi. Si vous êtes un peu actif sur les questions d'espace public, l'espace public se transforme par petits morceaux à mesure qu'on fait des chantiers, en fait, une collectivité locale, typiquement, planifie des chantiers par tranche. On ne se dit pas, ok, à quoi on voudrait qu'elle ressemble la ville, on rase tout, on construit tout. Ça, c'est en Chine, mais en France, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, on est un peu contraint d'y aller morceau par morceau. Et plutôt que de regretter cet état de fait, je pense qu'il faut l'acter. Aujourd'hui, on n'est pas suffisamment puissant pour obtenir. C'est pas une histoire de nous sommes suffisamment puissants, c'est genre le système tel qu'il est aujourd'hui est encore trop rigide et sûr de lui pour être transformable d'un coup. Et en plus, c'est très difficile. Et donc, il nous faut obtenir des petites victoires. Et donc, le grignotage, cette stratégie de fait du grignotage, pour moi, elle se décline dans l'espace public, évidemment. Et je pense qu'il faut l'assumer comme tel, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de transformer l'espace public, même de manière imparfaite, parce que sans transformation de l'espace public, on ne transforme pas les mentalités, ou en tout cas le rapport subjectif à l'espace public. Et si on rate des opportunités maintenant, on n'arrivera pas à les rattraper derrière. Et l'exemple que je donne, qui est sans doute critiquable, c'est ce qui s'est passé sur la rue de Rivoli, au sens où le projet initial, donc rue de Rivoli, qui est juste une piste cyclable bidirectionnelle de je ne sais pas combien de centimètres de largeur, mais en tout cas qui était modeste au regard de ce que la rue de Rivoli est devenue aujourd'hui, à mon avis, était la condition nécessaire pour rendre acceptable et aujourd'hui complètement normal la transformation de l'espace public rue de Rivoli. C'est un exemple extrême, mais en fait, je pense que cette réflexion vaut ailleurs, où il vaut mieux réussir à transformer graduellement et rapidement l'espace public pour consolider des victoires et des transformations de l'espace public plus tard. Mais ce grignotage, il ne vaut pas que pour l'espace public, à mon avis, il vaut aussi pour d'autres choses, dont la question de l'expertise, en tout cas le pouvoir expert, donc être capable d'apporter des concepts, être capable d'occuper des espaces qui sont aujourd'hui occupés par, on va dire, des descendants des ingénieurs des ponts et chaussées, dont il ne reste, qui ont déjà radicalement changé, mais pour moi, le fait qu'il y ait une nouvelle génération d'urbanistes, en tout cas de professionnels de la vie des infrastructures, qui cherchent à subvertir le champ expert, c'est extrêmement positif. Mais ce grignotage, pour moi, il vaut aussi dans la culture, dans les médias, dans tout ce qui participe à mener une forme de bataille contre les idées dominantes et les remettre en question. Et le dernier R, enfin, c'est la question de la radicalisation. Pour moi, une fois qu'on aura obtenu ou dépassé une forme de masse critique dans notre capacité à critiquer le système de transport, il deviendra alors possible d'avoir une approche un petit peu plus radicale et tenter d'affronter les piliers du système automobile, les piliers du système de transport centré autour de l'automobile, donc par exemple l'industrie automobile, qui aujourd'hui est inattaquable, mais qui me semble être un des freins ou un des facteurs de la rigidité du système. Une fois qu'on aura obtenu suffisamment de poids, qu'on aura transformé suffisamment les mentalités, on va dire le sens commun par rapport à ce que doivent être les déplacements et l'espace public, il deviendra possible de dire, en fait, c'est impossible de mettre en production, donc même pas de vendre, il devient impossible de mettre en production des véhicules qu'on ne veut pas dans l'espace public. Et donc je propose par exemple une autorisation de mise sur le marché des véhicules, comme on a une autorisation de mise sur le marché des médicaments. On regarde, si on considère que l'automobile doit répondre à un besoin, pareil, socialement construit, il faudra apprécier la pertinence d'un véhicule au regard du besoin auquel il est censé répondre, et non pas au regard des profits qu'espère se faire l'industrie qui va le vendre. Et enfin, la critique radicale que j'apporte aussi, dont on peut discuter un peu après, c'est la crainte de la Disneylandisation. Donc la transformation, Disneyland, c'est un mot qui se traduit... Ok, ça marche. Donc le risque que la lutte pour transformer l'espace public échoue en fait en étant subvertie de l'intérieur, où on aurait un monde à deux vitesses,
avec voilà, des espaces qui ont été loin dans la transformation d'espace public, mais qui se sont contentés de s'arrêter aux frontières du périph' pour aller très vite. Et à côté de ça, un monde qui continue à dépendre massivement de l'usage de l'automobile, avec voilà, des groupes sociaux, des classes différentes d'un territoire à un autre, et globalement, enfin, voilà, des centres qui se préservent des maux du système automobile, tout en laissant le système automobile persévérer à côté. Je pense qu'on aura du coup réglé une toute petite partie du problème pour une toute petite partie de la solution de la population, et laisser le système des transports continuer son désastre par ailleurs. Et je dis Disneyland parce que Disneyland, c'est les seuls endroits sur Terre où il n'y a pas de voiture, mais où les parkings sont plus grands que les parcs. Donc c'est l'archétype d'un truc qui fonctionne pas. Voilà pour vous faire un résumé très bref du bouquin. Après, mon éditeur m'a dit, mais bon, ça c'est quand même, ça fait pas rêver quoi. Une espèce de bouquin de manuel du Che Guevara de vélo. Faut donner un petit peu envie aux gens de se dire à quoi va ressembler l'avenir demain, etc. Et donc j'ai dû me forcer d'écrire un chapitre qui laisse un peu entendre, voilà, ça va être trop bien après. La vérité, c'est que je ne sais pas à quoi ressemblera demain. En tout cas, je ne sais pas vers quoi il faut tendre, en fait. Et il y a d'ailleurs une phrase de Marx, dans un bouquin que je n'ai pas lu, mais qu'on m'a rapporté, qui dit que le propre du travail révolutionnaire, c'est de ne pas savoir ce qu'il veut faire advenir exactement. Si on est vraiment révolutionnaire, enfin, en fait, quand on affronte quelque chose de vraiment frontalement, on est un peu contraint à une forme d'impuissance intellectuelle, parce que en fait, le système automobile, il a tellement transformé le monde, il est tellement consubstantiel de la modernité, que le passé nous donne quelques billes sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire un système, en tout cas où il y a beaucoup moins de kilomètres parcourus. Et en fait, c'était un monde radicalement différent, donc le monde de demain est assez difficile à imaginer. Néanmoins, en y réfléchissant, j'ai trouvé intéressant que le vélo nous donne à voir déjà aujourd'hui à quoi pourrait ressembler le monde de demain. C'est-à-dire que les gens qui, comme moi, et j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, font le choix de se déplacer à vélo, en tout cas de faire de la pratique du vélo quelque chose de central dans leur existence, dessinent des espèces d'archipels voilà, du monde à venir, quoi. Des formes de germes de l'après, qui est très crypto-chrétien dans le raisonnement, de dire que, en gros, ce qui doit venir viendra après, mais il est plus ou moins présent aujourd'hui. Et pour moi, ça se constate à l'échelle individuelle, quand on fait du vélo, je pense, qu'on a un rapport différent au temps, on a un rapport différent à l'effort, on a un rapport différent au territoire, on a un rapport différent aux gens dans l'espace public qu'autrement. Pour le moment, en tout cas, vu que ça reste une pratique marginale. On le voit à l'échelle plus collective, plus un territoire développe l'usage du vélo, plus on va dire, la rue devient un espace de sociabilité. Enfin, ça dépend, hein, si c'est les gens passent au vélo à la place de marcher, je ne crois pas que ça soit un progrès, mais dans les espaces où, en gros, les vélos viennent remettre des personnes dans l'espace public, c'est un progrès, ça change l'espace public, ça donne à voir ce que ça peut vouloir dire une ville, quoi, l'urbanité, où on parle, on a des choses à se dire. Et je pense que l'engouement pour le vélo aujourd'hui, c'est aussi, ça nous laisse plus ou moins voir à quoi ça ressemblera les territoires demain, et pas seulement en milieu dense, en habitat, je pense aussi au milieu peu dense, où il y a un certain nombre de territoires en France, par exemple, qui font un peu une forme de pari de développer le tourisme à vélo et qui cherchent à être attractifs aux touristes à vélo. En tout cas, les gens qui passent leurs vacances sur des vélos. Et ce qu'on constate, alors ça reste un peu de l'ordre du début, hein, mais ce qu'on constate, c'est du coup, en fait, il y a des nouveaux pôles d'attractivité. Les voies vertes et les canaux, ça devient des endroits où il y a de la vie. Les maisons éclusières, elles sont habitées. Alors,
Voies navigables de France essaye de mettre plein de gens dans les maisons éclusières qui jusqu'à présent étaient vides, et donc ça remet des gens dans des espaces qui étaient vides. Ça devient intéressant d'avoir un commerce dans un bourg de moins de 150 habitants. Et donc, en fait, ça remet de la vie locale dans des territoires qui, jusque-là, ont été principalement marqués par une forme d'exode, exode rural, ou en tout cas de dévitalisation de la vie locale. Donc, ces quelques germes du vélo nous laissent entrevoir un futur, on va dire, désirable, qui est à la fois un peu déjà là et pas encore tout à fait à venir. Du coup, je vous invite à lire le bouquin si ça vous a mis l'eau à la bouche. Et puis, on peut peut-être sinon échanger. Je sais que certaines d'entre vous l'ont lu. Et même si vous ne l'avez pas lu, j'échange volontiers sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je laisse les gens peut-être se signaler et poser des questions. Je pense que les micros filaires vont être compliqués à déplacer. Il va falloir parler très fort pour les interprètes. Il va falloir parler très fort pour les interprètes en langue des signes et pour qu'on puisse vous entendre si vous êtes un peu au fond. Je vais peut-être commencer à distribuer la parole. Monsieur en orange. Ça ne marche pas. Bonsoir. À mon avis, alors, moi je suis contre. Alors, oui, je suis un peu contre le vélo, très honnêtement, parce que moi j'ai besoin de la voiture. Pour moi c'est important pour faire de longues distances. Ma voiture, enfin, pour moi c'est important la voiture, et donc c'est pour ça que je suis plutôt contre le vélo. Moi ça me donne de la liberté, voilà. Et donc la voiture, c'est vraiment important. Quand on compare au vélo, je sais pas, quand je vois le vélo, je trouve que c'est pas assez utile quoi, pour faire des grandes distances. Je remarque, bon, c'est un peu, c'est gentil le vélo quoi, mais bon, le vélo c'est pénible tout le temps. Et donc moi je suis plutôt contre le vélo. Et pour moi la voiture reste quand même un objet d'importance. Et je pense qu'elle fait partie aussi de notre futur. Et je voudrais pas m'en séparer. Voilà. On prend une deuxième question tout de suite et puis ensuite on fera des réponses groupées, peut-être 2 ou 3 par 3. Monsieur au fond en haut. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Alors, je ne dirais pas que c'est complètement dans le même sens, mais je pense que le terme employé liberté est important. En fait, la voiture, je pense que beaucoup de gens, c'est pas forcément en fait une question de vitesse, c'est une question de liberté. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les pubs de voitures, toujours dans les grands espaces. Et moi, ma question, en fait, elle est plutôt par rapport aux 3 R, se rassembler et le besoin en fait, de politiser quelque part l'usage du vélo. Est-ce que vous ne pensez pas que politiser l'usage du vélo, ça va en fait peut-être être contre-productif par rapport à l'acceptation de l'usage? C'est-à-dire qu'un usage dépolitisé pourrait décrisper en fait les pros et les contre vélo et ne pas opposer vélo à voiture. Je me permets d'expliquer un petit peu. L'arrondissement à Paris, qui est le moins fréquentable en vélo, c'est le 16e, et c'est évidemment une question politique. Et en fait, de dépolitiser ça, je pense que ça pourrait parfaire quelque part cette question du vélo qui est dans Paris le mode de transport qui est le plus efficient. Certes, après, c'est quelque chose de vrai dans Paris, dans la grande communauté parisienne, je pense que le débat à la campagne est un peu compliqué. Ouais, donc, une question. Donc, votre question, monsieur en orange, votre remarque elle est intéressante parce que ce que j'ai entendu c'est vous êtes contre le vélo parce que vous êtes attaché à la voiture. Or, il ne me semble pas avoir été aussi explicite dans l'antagonisme entre les deux. Et c'est intéressant donc, de constater que spontanément, quand on dit qu'on souhaite, qu'on pense que le vélo peut contribuer à transformer le système de transport, qu'on dise je suis contre le vélo parce que j'apprécie la voiture à titre individuel. Donc c'est très intéressant, très significatif
dans la manière dont aujourd'hui le débat semble être présenté. Or, pour moi, il ne s'agit pas de dire le vélo contre la voiture, ça n'existe pas, cette situation, il n'y a pas de vélo contre la voiture, ou alors s'il y a un combat entre un vélo et une voiture, c'est évidemment la voiture qui va gagner parce qu'elle fait 1,5 tonnes et un vélo il en fait entre 10 et 25 kilos. Et il s'agit plutôt pour moi, hein, le vélo est un outil de libération individuelle, d'émancipation individuelle d'un rapport que moi je trouve problématique au déplacement, mais il est aussi et surtout un outil de libération collective d'un système de transport qui collectivement ne fonctionne pas. Donc vous dites la voiture, ça vous apporte la capacité d'aller loin, et c'est vrai, la voiture c'est extrêmement efficace, ça permet d'aller extrêmement loin, ça offre on va dire, des opportunités d'accéder à des lieux que rien d'autre ne peut apporter. Mais moi ce qui m'intéresse c'est collectivement qu'est-ce que notre rapport à l'automobile nous fait, et donc c'est aussi ce que j'ai essayé de dire au début, c'est-à-dire que même si ça peut donner le sentiment à l'échelle individuelle que avoir une voiture est mieux de ne pas en avoir, enfin, c'est pas d'ailleurs le sentiment, c'est aujourd'hui avoir une voiture c'est avoir plus d'options que de ne pas en avoir, mais collectivement, moi ce que je défends c'est que il nous faut construire un système de transport qui met la voiture autre part que là où il la met aujourd'hui, pour que tous les maux qu'apporte la voiture, à savoir tout ce que j'ai dit sur l'évolution des effets de serre, l'exclusion, l'annulation, la transformation de l'espace public en quelque chose d'invivable, etc. Donc nous libérer de ce système de transport pour que en fait, la question ne se pose plus dans les termes de est-ce que dans le système tel qu'il est aujourd'hui, il vaut mieux que je me déplace en voiture ou à vélo. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre interpellation, en tout cas moi c'est vraiment comme ça que je le comprends. Donc évidemment que moi quand le fait de lutter contre le système de transport, je cherche à être un peu cohérent dans mon mode de vie, mais je constate bien que c'est une lutte permanente et que voilà, comme je tiens à garder des relations sociales avec ma famille et avec tout un tas de gens, je suis aussi contraint, ou en tout cas je fais le choix d'utiliser la voiture régulièrement. Et sur la question de la politisation, c'est effectivement une grande question, et c'est pour ça que j'écris un livre dans une maison d'édition que personne ne connaît, parce que c'est pas... je pense pas que c'est... Enfin voilà, moi j'assume ma volonté de politiser le vélo, mais ça ne veut pas dire que je pense qu'il faut en parler de manière politisée tout le temps. Enfin, je trouve ça justement la grande force du vélo, c'est qu'on peut parler du vélo avec n'importe qui, avec des arguments très différents et sans mentir. Enfin, l'idée c'est pas d'être duplice, c'est de dire quelle que soit la sensibilité politique ou le cheminement politique de quelqu'un, le vélo a quelque chose à proposer, quoi. Ça peut être d'ailleurs de manière extrêmement égoïste, vraiment lié à un intérêt strictement personnel, mais je fais le pari que à mesure que les gens, soit individuellement, soit politiquement, parce qu'il y a aussi tout un tas d'élus, on va dire, de droite, du centre, qui défendent une transformation de l'espace public pour un espace public plus convivial et développant l'usage du vélo, parce qu'ils y voient un intérêt ou une cohérence avec leur logiciel politique. Pour moi, ça c'est aussi la grande force du vélo, c'est-à-dire que c'est une pratique qui n'a pas besoin d'une unité politique hégémonique, quoi, qui n'arrivera pas. Et c'est plutôt une manière de transformer par la bande. En tout cas, et voilà, moi je ne parle pas, je dis pas, il faut politiser le vélo c'est révolutionnaire à quelqu'un quand je tiens un stand pour une asso, quand je tiens la permanence de l'atelier vélo du bled dans lequel j'habite, quoi. C'est juste quelqu'un qui vient apparaître sur le vélo, qui se dit comment je fais pour aller d'un point A à un point B, je lui explique, et puis après il y a de la joie, et puis potentiellement si cette personne continue à venir et cherche à aller plus loin, tant mieux. Mais voilà, on n'est pas les témoins de Jéhovah marxisants qui font peur à tout le monde, quoi. Même si c'est ce que je suis au fond de moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Il y a moi et après il y a monsieur. Il y a moi et après c'est moi.
Excusez-moi, je vous taquine. Alors, c'est vrai, hein, le thème que vous avez développé aujourd'hui sur l'écologie, après de nouveaux comportements, oui, je trouve ça bien, c'est vraiment intéressant, hein, ce que vous avez dit, quelques points que vous avez développés. Mais moi, j'ai une question par rapport au vélo, et l'écologie. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a les vélos électriques. Est-ce que justement, quand on compare le vélo électrique et la voiture électrique, est-ce qu'il n'y a pas justement, de toute façon, là, on perd un peu le côté écologique du vélo, parce qu'à la fin, avec les déchets, les détritus, toutes ces matières qui ont permis d'avoir électrisé le mode de transport, que ce soit voiture ou vélo, ça pose un problème, comme on retrouve d'ailleurs avec les trottinettes, hein, par exemple. Donc voilà, pour moi, le risque zéro n'est pas possible. Voilà, c'est ça. Le risque zéro, c'est pas possible. Et je pense effectivement qu'avec les trottinettes ou avec les vélos électriques, on se retrouve dans la même problématique avec la pollution sur les trucs qu'on laisse, etc., traîner. Voilà. Et donc c'est pour ça que, vous voyez, j'ai l'impression qu'aussi avec les évolutions technologiques, finalement, les avantages écologiques du vélo ont tendance à disparaître. Et ça, c'est chose qu'on voit pas. Et puis aussi, le problème, c'est aussi pour les personnes sourdes. Sur les sécurités, je ne sais pas, par exemple, comment on n'entend pas, la sécurité, comment ça se passe, je ne sais pas, vous savez, les vélos, parfois, c'est bon, ça peut être très dangereux, mais pour moi, je trouve que, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut aussi peut-être sécuriser un peu mieux, parce que je trouve que parfois, les vélos qui arrivent des bouts dans tous les sens, c'est peut être dangereux, mais c'est pareil avec les voitures électriques, quoi, et on achète, je ne sais pas, et parfois aussi il y a le risque avec les voitures électriques, je ne sais pas, que les batteries peuvent prendre feu, on sort, on va acheter du pain, on revient, la voiture à brûler. On retrouve ça aussi dans les garages. Parfois les garages, c'est interdit aussi de mettre des voitures électriques, il me semble. Enfin, il y a, voilà, je ne sais pas où avoir confiance avec toutes ces sortes de batteries, vélos, etc. Voilà, donc c'est un peu ma réflexion générale là. Et c'est vrai qu'en plus, ça génère un silence absolument incroyable. Hein. Et ça peut être quand même très dangereux, il me semble. Voilà, je ne sais pas, est-ce que ma question était claire? Je ne sais pas. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une deuxième question qu'on pourrait prendre dans la foulée? Oui, monsieur. Au fond. Bonsoir. J'ai une question sur le terme d'automobile. Attends, excusez-moi. Une question sur le terme d'automobile. Est-ce que ce ne serait pas un mensonge de base l'automobile? C'est-à-dire quelque part, c'est plutôt le vélo qui est automobile. C'est un peu sémantique. Est-ce que finalement le système de la voiture n'est pas basé sur un mensonge, puisqu'on met de côté quand même tout le système pétrolier qui est derrière? Évidemment, on fait le plein, après on est autonome, mais il faut quand même faire le plein. C'est pareil sur la voiture électrique, il faut faire le plein, après on va où on veut, je pense qu'il y a de la batterie, mais il faut quand même se raccorder à un système qui nous dépasse tous, notamment pour les automobilistes, et qui entraîne une fuite en avant au niveau de la consommation d'énergie fossile. Le pétrole, c'est vraiment l'énergie magique qui a permis de développer ce système automobile. Je pense que d'attaquer sur le terme ne serait-ce que d'automobile, c'est-à-dire qu'en fait, c'est basé sur un mensonge, parce qu'il n'y a pas d'autonomie là-dessus, puisqu'il faut dépendre d'un système. Sinon, je suis venu en vélo ce soir, et j'ai un nouveau parcours que je ne connaissais pas depuis Saint-Denis, et j'ai pu constater une fois de plus la violence des voitures, des bagnoles, sur une zone en travaux, donc prochainement peut-être autour de la porte de la Chapelle jusqu'au centre de Paris, ça se pacifie un petit peu. On sait qu'on est sur toute une période de travaux assez complexes aussi. Donc effectivement, en dehors de Paris, on a aussi encore des zones très très mal desservies. Dans Paris, ça s'améliore, mais je constate qu'en banlieue, ou effectivement dans des zones rurales, on a encore beaucoup de difficultés à faire du vélo et à cette violence qui est permanente. Et soulevé tout à l'heure avec la montée d'extrême droite notamment. Voilà, merci. Alors c'est très très particulier d'entendre une personne malentendante ou sourde me parler de la question de la problématique du bruit. J'aurais vraiment du mal à avoir une réponse ajustée. Je pense que c'est quand même justement un des grands avantages de l'électrification, c'est que ça fait moins de bruit. Ça pose d'autres questions en termes de sécurité, effectivement. Ça vient questionner les usages. Alors il y a plein de choses
dont je ne suis pas forcément expert, hein, mais sur la question de l'impact écologique des vélos à assistance électrique. Donc, l'ordre de grandeur, c'est qu'une batterie de Zoé, c'est Zoé, une petite citadine électrique. Une batterie d'une petite voiture électrique, c'est 200 batteries de vélo assistance électrique. Donc c'est vraiment considérablement moins de matériaux. Et en fait, l'impact écologique principal du vélo assistance électrique, ça reste l'aluminium et l'acier nécessaires à la fabrication de son câble. Voilà, c'est plus, enfin, il me semble de souvenir de mémoire que c'est plus de 80% de son impact. Donc on est très concentré sur la question de la batterie, parce qu'effectivement, par ailleurs, les matériaux de la batterie sont des matériaux dits critiques, mais ça se recycle potentiellement mieux que l'aluminium. En tout cas, ça se structure. Donc la question de l'impact écologique du vélo à assistance électrique par rapport à un vélo classique, c'est une question intéressante, et notamment, pour moi, c'est plutôt la question de la réparabilité qui est une question que la question de son impact écologique. Mais pour essayer de décaler un peu le sujet, c'est effectivement les vélos à assistance électrique roulent vite. Donc voilà, vous ne m'entendrez pas dire, là c'est filmé, donc ça va s'entendre, mais je ne dirais jamais trop de mal du vélo à assistance électrique, parce que je pense que ça participe au développement de l'usage du vélo. Quand même, globalement, ça contribue positivement à la transformation de l'espace public, donc je pense que c'est globalement une bonne chose, mais je constate effectivement que le développement un peu anarchique de vélos spéciaux qui vont vite dans l'espace public, ça vient poser des questions sur la conflictualité dans l'espace public. Moi j'aimerais que les vélos aillent moins vite, de manière générale. Mais je suis, comme je l'ai dit, moi j'accepte qu'on soit dans une approche de grignotage, il faut faire avec le réel, et aujourd'hui, le vélo assistance électrique justement permet de transformer le réel un peu par la boue. Mais ce que j'entends pour vous, en fait, ce que j'entends dans ce que vous me dites, et ça me semble assez intéressant, c'est que on s'est accoutumé à la place des automobiles, qui en fait sont quand même sacrément plus susceptibles de vous tuer, prennent sacrément plus de place dans l'espace public. Et ce qui est dérangeant avec la croissance du vélo, et en particulier à Paris, parce que Paris n'est pas la reste de la France, c'est que voilà, c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a un biais lié à la nouveauté. La nouveauté est moins agréable et plus problématique. Et effectivement, ça l'est. On n'est pas habitué aux nouveaux dangers que viennent apporter le vélo. Donc, tout comme le vélo n'est pas écologiquement neutre, principalement parce que s'il est produit neuf, il est construit avec de l'acier et de l'aluminium, il n'est pas non plus neutre en risque pour les autres usagers. Je pense que c'est quand même, il faut juste quand même se dire que s'il fallait choisir entre une automobile dans l'espace public ou un vélo dans l'espace public, le vélo va prendre considérablement moins d'espace stationné, va beaucoup moins vite, beaucoup moins de chances de vous faire du mal. C'est juste que par ailleurs, il a la capacité de monter sur le trottoir, et c'est un nouvel usage qui n'est pas codifié, et donc qui vient créer de nouveaux risques. C'est quand même important à prendre en compte. Et par ailleurs, plus il y aura de vélos, c'est une manière de répondre un peu triste, mais plus il y a de gens sur des vélos, plus la probabilité que vous tombez sur un con à vélo augmente. Et donc, voilà, c'est un peu malheureux. Je formule l'espoir que nous saurons civiliser tout ça. D'ailleurs, LDB travaille le sujet en ce moment, et ça me semble assez approprié. Ensuite, sur la remarque du camarade sur les fossiles, bien sûr. LDB, qu'est-ce que c'est? LDB, c'est donc l'association qui organise cet événement, qui s'appelle, ça veut dire mieux se déplacer à bicyclette. Donc, une des plus vieilles, ou la plus vieille association de promotion de l'usage du vélo en France. Sur la question du terme automobile, évidemment, je suis complètement d'accord. Et c'est la force, c'est aussi la force du langage. J'en parle un peu dans le bouquin, je peux vous inviter à le lire.
énormément de mots qui sont des mots, des mots du vainqueur, quoi. Et donc, essayer de jouer autour du langage me semble une manière intéressante. Alors, je pense qu'automobile, ça va être très difficile de travailler ce mot-là, mais pour donner un autre exemple, moi, je refuse d'utiliser le mot cycliste. Déjà, le mot usager du vélo, je trouve ça encore un tout petit peu trop essentialisant. Je pense qu'il faut dire personne qui se déplace à vélo. Parce que c'est ce que nous sommes, quoi. Et en fait, vraiment, la qualification politique ou l'essentialisation en fonction du mode de déplacement dominant est vraiment une manière de geler le statu quo, c'est-à-dire les automobilistes et les autres. En fait, les gens qui se déplacent avec une automobile au quotidien sont majoritaires au quotidien, mais ça reste des personnes qui ont des opinions politiques, qui ont une conception de c'est quoi le territoire qu'ils désirent, c'est quoi qui ont des aspirations particulières, et ce n'est pas que des gens derrière un volant, quoi. Pour donner juste un exemple, donc, bannir le mot cycliste et automobiliste. Et après, tu mentionnes la question du rural, et donc je rebondis dessus, parce que je pense que c'est quand même un truc vachement important. J'ai pas des idées, moi j'ai pas des idées dingues sur le sujet, mais ça fait un peu, je pense que c'est important de se dire que pour le rural, on est un peu le grignoté radicalisé, ce diptyque vaut aussi pour le rural, au sens où aujourd'hui, à aménagement du territoire constant, le vélo, ou en tout cas des solutions de déplacement qui ne sont pas l'automobile, offrent déjà un potentiel de solution pour tout un tas de gens. Ça peut vouloir dire d'abord réaménager de manière la plus sobre et la plus rapide possible les territoires pour que se déplacer à vélo soit quelque chose de faisable. Et donc, typiquement, la Fédération des usagers de la bicyclette aujourd'hui défend l'idée qu'il faut requalifier des voiries aujourd'hui dédiées au trafic automobile pour les ouvrir au vélo, enfin, fermer au trafic, un trafic fort, garder un trafic restreint, mais du coup sécuriser les trajets à vélo dans ces territoires-là, parce qu'en fait, en territoire rural, la majorité des déplacements sont dans des distances carrément faisables à vélo, et encore plus à vélo à assistance électrique. Donc voilà, le vélo est déjà une solution de mobilité. Il y a des solutions de mobilité, on va dire, intermédiaires entre l'automobile et le vélo, qui s'appelle donc véhicule intermédiaire, qui offre des potentiels de mobilité pour le territoire tel qu'il est. Mais fondamentalement, il faut avoir en tête que les territoires ruraux, en tout cas très peu denses tels qu'ils sont aujourd'hui, doivent changer aussi. En fait, l'automobile a transformé les manières d'habiter de sorte que c'est devenu viable de vivre, d'avoir une vie où vraiment chaque trajet doit pouvoir se faire en automobile, mais la situation de vulnérabilité dans laquelle ça met les personnes concernées nous oblige à revenir sur cet état de fait. En fait, pour moi, les Gilets jaunes, c'est quand même vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a parlé de tout un tas de choses, la question du travail, de la question de la décence en politique, etc. Mais pour moi, c'est quand même principalement le symptôme d'une insoutenabilité au double sens du terme, insoutenable, genre c'est humainement insoutenable, et écologiquement, économiquement insoutenable de dépendre à ce point de l'automobile ou de vivre dans des territoires, on va dire, dévitalisés par un allongement permanent des distances à parcourir, et cet allongement étant rendu possible par l'automobile ou étant même entraîné par le développement de l'automobile. Donc, pour moi, penser les déplacements dans le rural ne peut pas se décorréler de la question de l'aménagement du territoire et donc du redéploiement des lieux d'habitat, d'un réinvestissement de la vie locale, parce que en fait, sinon c'est insoutenable. J'ai pas répondu à la question. Vous n'avez pas répondu à la première question.
concernant pour les personnes handicapées qui sont sourdes, de savoir comment est-ce qu'on pourrait être plus sécuritaire avec le vélo. C'est peut-être parce que je n'ai pas la réponse. Pour moi, ça revient à peu près. La question est la même pour tout le monde, à savoir créer des situations conflictuelles volontairement, par exemple en disant à des personnes qui utilisent le vélo d'aller sur le trottoir, ou en disant aux personnes qui font du vélo d'aller sur une voirie sur laquelle il y a énormément de véhicules qui roulent à toute vitesse, c'est créer les conditions pour le conflit. Et voilà, en l'occurrence, vraiment, je ne suis pas une personne malentendante ou sourde, donc je n'ai pas de légitimité particulière à m'exprimer sur votre vécu, mais j'ai l'impression que c'est le même vécu que la plupart des gens, en fait. Moi-même, quand je me promène à pied, ce qui m'arrive quand même très régulièrement, même avec une poussette, évidemment que je peste contre les usages. Qu'est-ce que j'ai pesté contre les trottinettes ? Mais pour moi, la réponse, elle est politique avant tout, quoi. Je vois bien que la nature de l'espace public crée le conflit en mettant en allouant une portion vraiment congrue de l'espace public à quelques usages seulement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de civilité dans l'espace public, mais c'est un problème qui nous dépasse de très très loin, qui a à voir avec bien d'autres choses que le système de transport. Monsieur, ouais. Bonsoir et vraiment merci. Je voudrais donner le point de vue d'un piéton. Je n'ai pas de permis. J'ai arrêté le vélo dans Paris, j'habite Paris depuis très longtemps, parce que je trouve ça très dangereux. Alors vous avez évoqué récemment effectivement tout de suite les rapports avec le politique, et je souscris à tout ce que vous avez dit dans votre première partie d'intervention. Mais j'observe, je suis un bon marcheur malgré mon âge, je fais à peu près 1h30, 2 heures de marche par jour, bon, sauf quand il pleut, c'est plus difficile, mais j'observe un peu le comportement des usagers du vélo et des cyclistes. Et alors, moi je trouve ça effarant dans les carrefours notamment. Alors c'est vrai que les pistes cyclables sont trop étroites et quelquefois trop longues. Je prendrai l'exemple du boulevard de Magenta, c'est vraiment une descente mais à risque, autant pour les piétons que pour les cyclistes. Je trouve que là, quand même, il y aurait des choses à revoir. Et aussi, ce que je regarde quand je suis à piéton, je me méfie à la limite, c'est paradoxal, moins des voitures et même des motos qui s'arrêtent au feu rouge. En revanche, par contre, les trottinettes et les vélos, excusez-moi, j'emploie l'instrument, je ne parle pas des personnes, mais les personnes qui sont sur les trottinettes et sur les vélos, il y en a beaucoup qui ne respectent pas ça. Et donc, c'est gênant pour les piétons. Et alors, un point aussi qui me paraît important, c'est la mise en danger que se font les cyclistes quelquefois, quand ils vont trop vite. Imaginez la vitesse avec laquelle, ce qu'on appelle l'énergie cinétique en physique. Quand on reçoit un vélo, quand on reçoit une voiture, ou quand on reçoit un piéton. Alors je partage beaucoup de vos idées que vous avez dites au départ, mais là c'est vraiment le point de vue de quelqu'un de base, d'un bon vieux parisien. J'ai vu l'évolution en pratiquement 40-50 ans de tout ce qui se passait, la voiture, les motos, de plus en plus. C'est vraiment une ville folle. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça va être au mois de juillet et au mois d'août? Comment va-t-on tenir le coup? Alors, moi je suis totalement pour les transports en commun. Donc, je vous remercie de me répondre. Merci. Est-ce qu'il y a une deuxième question à prendre? Monsieur. Excusez-moi. Vous voulez pas répondre d'abord? Non. Si, on prend la question. D'accord. Donc, bonsoir à tous. C'était vraiment très très intéressant par rapport au vélo,
Mais il y a une inquiétude que j'ai par rapport au vélo, c'est que d'un côté il y a les voitures, les vélos, les trottinettes, le métro. Voilà, la voiture c'est quand même assez vieux, enfin, ça continue de progresser. Voilà. Le rapport de 2023 du ministère des économies disait que on l'utilisait quand même de moins en moins. Et que par rapport aux retraites, l'essence, tout ça, les dépenses, et en fin de compte, ça continue d'augmenter les ventes. Et que le vélo, ça ne changeait pas forcément, ça n'augmentait pas forcément. Voilà, que les trottinettes, de toute façon, c'est horrible. Il y a des accidents tout le temps, ça a une durée de vie. En plus, la trottinette en elle-même, ça allait durer 3 ou 4 ans. Et en fin de compte, les gens qui utilisaient les trottinettes finiraient par revenir au vélo, et en fin de compte, c'est pas du tout le cas. Donc moi, je me pose la question des transports. Parce que du coup, il y a quand même le RER, le train, le tram, le métro. Mais je remarque quand même que les gens, ils utilisent moins... qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens utilisent moins la voiture, le vélo, et plus les transports en commun? Parce qu'en plus, la carte Navigo, elle coûte quand même 86 € par mois. Donc c'est avantageux. En plus, quand on travaille, on est remboursé de la moitié. Donc à mon avis, c'est ces transports-là qui sont les plus à valoriser. Merci de m'avoir écouté. Je sais pas. Juste faire remarquer que le transport va augmenter pendant les Jeux Olympiques. Oui. Donc de toute façon, c'est peut-être pas remarqué. Pour vous répondre sur l'espace public, je ne peux pas dire beaucoup plus de choses que je n'ai déjà dit à la question précédente. Peut-être vous retournerez à la question de est-ce que vous préférez Paris aujourd'hui ou il y a 25 ans en termes de qualité de l'espace public? Oui, quand même, mais il y a trop de voitures. Ah oui, mais il y a trop de gens à Paris, mais il y a encore trop de voitures à Paris, surtout. Oui. Par ailleurs, Magenta, ça va changer, paraît-il. Mais effectivement, c'est l'archétype de la solution politique. Alors, moi, je trouve ça facile de critiquer parce que c'était peut-être déjà une victoire difficile à avoir à l'époque, mais en tout cas, c'est clairement une organisation politique de l'espace qui crée du conflit. Mais oui, je pense que du coup, moi, ce que je retiens de ce que vous me dites, c'est qu'il faut continuer à sortir les voitures de Paris. Il y a déjà tellement d'humains à Paris qu'on n'a pas la place pour rajouter des trucs qui font 10 mètres carrés au sol. Et par ailleurs, sur la question des usages, je l'ai plus ou moins déjà dit, quoi. J'ose espérer qu'une forme de régulation apparaîtra par elle-même par la force de l'habitude. Par ailleurs, moi, j'ai aucun problème avec l'idée de dire que les mises en danger peuvent être verbalisées. Je pense que c'est complètement OK. Enfin, je suis pas un grand libertarien qui pense que c'est pas bien de réguler les relations sociales. Donc, si c'est nécessaire, il faut le faire. Ouais. Alors, en l'occurrence, à Paris, il y a eu quand même pas mal de verbalisations un peu cons. Moi, je me suis fait verbaliser à un endroit vraiment absurde. Mais c'est clair que sur Magenta, il y a tellement de tensions. Alors évidemment, il faut dégager les voies de voiture, mais donc, visiblement c'est prévu. Mais dans un espace très contraint, avec un énorme flux piéton, il y a énormément d'humains, on va dire. Ça ne me semble pas déconnant de réguler. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris la question. Ma question à moi. Mais je vais quand même répondre. Globalement, moi j'ai compris quelque chose qui me semble intéressant d'avoir en tête, c'est que donc, la pratique, le nombre de kilomètres parcourus en voiture a tendance à arrêter de croître, voire potentiellement à baisser. On n'a pas forcément des informations très précises en la matière. Une des raisons, si on est en mode positif, c'est que les gens changent de rapport au transport, mais une autre raison, c'est qu'il y a de plus en plus de ménages qui n'arrivent plus à financer leur usage de l'automobile. Et c'est sans doute principalement ça, en fait, qui va expliquer la baisse du nombre de kilomètres parcourus en voiture. Donc c'est vraiment pas du tout une victoire de la part du camp qui cherche à transformer le système de transport. C'est le système de transport qui est confronté à sa propre contradiction, à savoir qu'il a normalisé, rendu central et évident l'usage de l'automobile pour tous les déplacements, et qui maintenant a mis les gens dans des situations de dépendance à l'automobile en leur faisant faire des choix résidentiels
en leur faisant habiter hyper loin de leur lieu de travail, etc., et qui les met dans des situations de vulnérabilité extrêmement fortes. Donc, clairement, le coût de l'automobile va aller croissant. Pas pour tout le monde, parce qu'il y a la question du coût d'investissement au regard du coût d'usage, mais en tout cas, dans un véhicule thermique aujourd'hui, pour les gens qui n'ont pas la capacité d'investir dans un véhicule électrique ou qui ont des usages de l'automobile qui n'est pas compatible avec l'électrification, les coûts d'usage vont augmenter. Et si ce n'est pas le cas, ça poserait d'autres problèmes. Donc en fait, l'usage de l'automobile est en crise un peu par la force des choses. Et après, sur la question des transports publics, moi je suis venu en RER, j'habite donc en petite couronne. Je voulais venir à vélo, mais c'était un peu plus compliqué. Je me suis dit, je vais me poser et relire mes notes dans le RER, c'était tout à fait sympathique. Mais je constate bien que c'est pas exactement la même chose, donc je continue à défendre une forme de spécificité propre au vélo, qui est qu'on a une vision très claire des distances, et ça oblige à organiser son mode de vie de manière différente que celle de l'usage des transports. Il y a quelques moments dans ma vie où effectivement je me déplaçais intégralement en transport, et je constate que c'est pas vraiment exactement la même chose. C'est pas pour dire que c'est pas bien pour les transports en commun, je pense que c'est quand même beaucoup plus civil d'utiliser des transports publics que d'imposer au reste du monde l'usage d'un véhicule personnel qui fait 10 mètres carrés au sol, qui pèse 1,6 tonnes et qui émet des particules fines. Mais je dirais pas que c'est strictement équivalent. Et en fait, pour moi, l'horizon, quand même, c'est de se déplacer moins, en fait, assez simplement. Et c'est pas vraiment la pente actuelle, en tout cas en Ile-de-France, où le Grand Paris Express, même si l'objectif, c'est de répondre à des besoins de mobilité de certaines personnes, et ça va effectivement améliorer la situation de gens aujourd'hui. Et pour moi, ce que ça va surtout créer, c'est une augmentation du nombre de kilomètres parcourus et des distances parcourues par les gens, des nouveaux choix résidentiels, la transformation d'espaces qui aujourd'hui ne sont pas attractifs à des gens qui ont les moyens en quelque chose d'attractif pour les gens qui ont les moyens, et donc une augmentation des coûts, et une course en avant de concentration des emplois, des richesses à un endroit particulier en France, dont la vulnérabilité au choc énergétique, au choc climatique, va aller croissant. Je ne pense pas que ce soit un très bon pari. Et ça, on parle d'Île-de-France, mais en fait, on peut aussi avoir la même réflexion sur les transports à l'échelle plus large. Par exemple, sur les TGV, une ligne de LGV, je ne pense pas qu'il faille démanteler les lignes de LGV, je pense que c'est très bien, mais le développement continu et les velléités à continuer à développer le TGV en France s'insère dans la même dynamique de aller plus vite pour aller plus loin, et donc augmenter la vulnérabilité des territoires, des individus et de la société, tout en augmentant les inégalités, quoi. Plus on a la capacité d'aller vite, plus on est en capacité de segmenter les territoires par classe sociale, plus on est capable de recréer de maintenir des inégalités, quoi. Il y a une très très forte corrélation entre la capacité à aller vite et le revenu ou la place, en tout cas dans l'échelle sociale. Et donc un système de transport où il y a une forme de plafonnement de la vitesse possible, ou en tout cas on ne développe pas la capacité pour certains à aller très vite d'un point A à un point B, tout en garantissant à chacun un minimum de capacité à se déplacer, par exemple à la vitesse d'un vélo. Pour moi, c'est un horizon politique désirable, quoi. Un plafond de vitesse, un plancher de mobilité autonome, donc le vélo. Et voilà, c'est ça la voie du progrès. Bravo, merci. Quand il y a des feux rouges, donc on s'arrête. Et vous savez, il y a les bandes blanches là, pour pouvoir traverser. À côté de ça, il y a les voies pour vélo. Et ça file. Et ça file, et ça passe dans tous les sens. Et que le feu soit rouge ou vert, etc. D'ailleurs, parfois, il n'y a même pas de feu pour les vélos. Et ça, je trouve ça extrêmement dangereux. En fait, il y a cette incivilité permanente. Une deuxième question. Monsieur, je crois que vous avez quelque chose à... C'est par rapport
fait... Je pense que la solution au problème des incivilités, ça serait d'ouvrir des écoles. En fait, tout simplement. Il y a déjà des vélo-écoles qui existent, mais donc des vélo-écoles à destination des cyclistes qui, en général, ne connaissent pas non plus le code de la route. Et je pense que politiquement, ce serait intéressant aussi de favoriser tout ce qui est éducation et formation dans ce domaine. Merci. Vous ne voulez pas me lâcher avec l'incivilité. Donc je ne suis pas les représentants des gens qui font du vélo en France. J'en suis. Mais du coup, pour essayer d'apporter quelque chose de plus à ce que j'ai déjà dit, quelqu'un me posait la question, alors pourquoi les cyclistes grillent les feux rouges? Donc d'abord, évidemment, les cyclistes, ça n'existe pas, c'est des gens qui font du vélo. Et pourquoi les gens qui font du vélo, qui sont sur des vélos, grillent les feux rouges, parfois, souvent. Il y a deux interprétations possible. La première, qui est sans doute la plus souvent vraie, c'est des petits malins. Alors, en fait, ils sont comme tout le monde, à savoir, ils cherchent à gagner du temps, à aller plus vite d'un point A à un point B. Et c'est la logique du système de transport tel qu'il existe aujourd'hui. En automobile, on cherche à aller le plus vite possible d'un point A à un point B. C'est juste que pour garantir l'efficacité du système automobile, on a mis des feux. Enfin, il ne faut pas oublier que la fonction du feu, ça n'est pas de sécuriser les usages autres que celle de l'automobile, mais c'est celle de fluidifier le trafic automobile. Il s'avère que, et du coup, ça rend, ce que les feux font, c'est que du coup, en fait, il faut attendre que le feu soit rouge pour traverser la route. Et clairement, les automobilistes ne s'arrêtent pas plus au passage piéton que les vélos. C'est vrai que les vélos ne s'arrêtent pas beaucoup au passage piéton, mais les automobilistes, pas non plus, en tout cas à ma connaissance. Et ils s'arrêtent au feu, par contre, les automobilistes, et les cyclistes s'arrêtent. Les personnes à vélo ont tendance à s'arrêter au feu. Et donc, la raison pour laquelle les gens ne s'arrêtent pas au feu, c'est parce que, en fait, ça n'est pas aussi vital à leur survie de s'arrêter, et ils décident d'aller le plus vite possible. Ça, c'est une interprétation possible. L'autre interprétation, c'est celle que j'ai un peu esquissée, qui est une analyse que, en fait, le code de la route, la manière dont on régule les usages de la voirie, sont centrés autour de l'automobile, et en fait, les feux, c'est trop de régulation. Faire poser pied à terre à un usager qui va à une vingtaine de km/h, c'est trop. Par contre, faire s'arrêter un véhicule qui a la possibilité d'aller à 50 km/h, qui pèse plus que 1,3 tonnes, et qui tuera immanquablement l'humain qui va rencontrer sur la voirie, et effectivement, c'est un peu une forme de nécessité, et par ailleurs, c'est une forme de nécessité pour fluidifier le trafic. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, je n'ai pas vraiment répondu à la question de qu'est-ce qu'il y a à faire en fait dans le monde d'aujourd'hui pour que les gens qui ne se déplacent pas à vélo par choix, par contrainte, etc., et qui sont, on va dire, des autres usagers civiques de l'espace public, je propose une partition entre deux types d'usages, et on dit les modes actifs, donc la marche et le vélo, mais moi je propose carrément les modes civiques, contre les modes inciviques. Je pense que c'est fondamentalement moins civique de se déplacer en automobile, même si encore une fois je le fais, ça m'arrive, évidemment, j'ai 2 enfants, c'est pas toujours évident de se déplacer autrement, mais je suis bien conscient des méfaits que je pose à la société. Bref, comment faire en sorte que les usagers civiques de l'espace public, ils trouvent leur compte en fait, les uns par rapport aux autres. Donc, j'ai déjà dit, il faut transformer l'espace public de manière à ce que ça ne soit plus la portion congrue qui leur soit dévolue, créer les règles appropriées, légitimes et applicables pour réguler les usages, et tolérer aussi, apprendre à tolérer une forme de bruit de fond des incivilités, comme on a appris à les tolérer, mais on ne devrait pas tolérer la violence routière ordinaire. Mais évidemment, ça c'est vraiment la toute dernière étape. Donc, pour le moment, on est contraint de vivre avec un niveau
de conflictualité non tolérable, en tout cas problématique, dans l'espoir que, en tout cas moi je formule l'espoir que d'ici quelques années, dans les territoires qui font le choix de vraiment transformer l'espace public pour plus de convivialité, de santé, tout ça, la question de la régulation de l'espace public par les usagers civiques soit réglée, ou en tout cas moins saillante qu'elle me semble l'être ce soir. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là, il est 20h30. S'il y a d'autres questions du public ou non, une dernière question peut-être, juste. On prend 2 dernières questions peut-être. Allez. Monsieur, bah écoutez, si vous êtes le seul. Il y a une chose un peu bizarre que je n'avais pas compris concernant le bus, voilà, par rapport à l'angle mort. Je ne sais pas ce que c'est que l'angle mort. Il y a de plus en plus d'autocollants. Ouais. Et donc pourquoi? Parce que les véhicules... L'angle mort, ça désigne la partie autour du véhicule que les conducteurs ne voient pas à cause de la structure même de leur véhicule. C'est des zones qui sont assez connues maintenant, mais qui sont de taille variable selon la forme et la taille du véhicule. Et en particulier, elles sont très importantes autour des poids lourds, des camions et des bus. Et c'est une question qui est extrêmement importante en sécurité routière pour les usagers vulnérables, pour les modes civiques, comme disait Joseph. Puisque c'est en fait les usagers les moins gros sur l'espace public, donc forcément les cyclistes et les piétons, qui vont avoir le plus de chances, de risques, devrais-je dire, de se retrouver dans ces zones-là que les conducteurs de poids lourds notamment ne vont pas voir, et donc entraîner en fait des collisions et des décès souvent. À Paris, les angles morts, c'est une cause qu'on retrouve dans la moitié des accidents mortels de cyclistes. C'est aussi le cas d'un certain nombre de piétons, même si moi je n'ai pas les chiffres exacts pour les décès comme pour les blessés, mais en tout cas, la taille des véhicules va avoir un rapport assez... corrélation assez forte entre la taille du véhicule et la place que leur conducteur ne voit pas. Dans des villes, et notamment dans des villes très denses, on se retrouve dans des véhicules qui sont très imposants, avec peu d'espace autour, et dans ce peu d'espace, beaucoup de monde, dont une grande partie qui n'est pas visible. Donc effectivement, les questions des angles morts, c'est un sujet important pour le développement du vélo, puisque si on cherche à mettre les usagers en sécurité, il faut aussi regarder ce qui va entraîner la survenue d'accidents. Et donc il y a effectivement depuis... peut-être que d'autres dans l'Assemblée pourraient répondre plus précisément que moi sur le nombre d'années depuis lequel les autocollants angles morts sont apparus. Merci pour la réponse. Je vous en prie. Et c'est en fait une solution un peu temporaire qui vise à sensibiliser les usagers vulnérables, donc les piétons, les cyclistes, même les usagers des deux roues motorisés, qui vont se retrouver proches d'un camion et penser qui sont à côté, qui sont à l'arrêt, qu'il n'y a pas de danger. En réalité, s'il y a un redémarrage ou une gyration, un mouvement tournant d'un camion, le conducteur peut les percuter, justement à cause de ces angles morts qui sont importants. Ce sera la conclusion. Ces autocollants, c'est une bonne mesure de merde, on peut dire. Mais j'en ai été un acteur, donc je peux vous raconter l'histoire en fait. C'est quelque chose obtenu de haute lutte par la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette. Entre autres, on n'était pas les seuls à demander ça. Mais ce qu'on demandait, c'était bien plus ambitieux. C'était, par exemple, la capacité pour un élu local d'interdire la circulation de poids lourds qui ne soient pas équipés d'un dispositif qui s'appelle Vision 0, en tout cas de Vision 360, pardon,
Donc il y a, je ne sais pas si on a vraiment beaucoup à Paris, donc des camions qui sont abaissés, où le conducteur du véhicule voit très très bien sur les côtés parce qu'on a mis des vitres partout. Et donc ça, il y en a extrêmement peu en France, alors que par exemple à Londres, où j'ai vécu un certain temps, et même si ce n'est pas encore tout à fait la majorité, il y a de plus en plus de poids lourds. Donc pour les usages pour lesquels on a encore besoin d'un poids lourd, et là on s'assure que les véhicules qui roulent, c'est des véhicules où les conducteurs voient parfaitement bien. Mais du coup, ça rejoint un peu la question de grignoter, radicaliser. D'abord, il faudrait beaucoup moins de poids lourds pour tout un tas de raisons. Les poids lourds qui restent, il faudrait que ce soit des poids lourds qui aient, dès la conception, une idée précise de comment ils vont s'insérer dans les territoires qu'ils vont traverser. Donc, en particulier en milieu urbain, qu'ils aient des dispositifs qui permettent d'éviter de menacer de mort n'importe qui s'approcherait à moins de 2 mètres d'un poids lourd. Et enfin, la capacité à interdire les poids lourds quand on n'en a pas besoin. Mais ce qu'on a fini par obtenir, c'est donc un autocollant, qui était la seule mesure politiquement acceptable à l'époque. Et là, me reste une grande question, dont je parle un peu dans le bouquin pour continuer à faire la pub, moi je crois au pied dans la porte. Je pense que c'est important, quand une opportunité politique se présente, de saisir ce qu'il est acceptable ou possible d'obtenir, dans l'espoir d'obtenir plus tard. Pour donner un autre exemple de mesure un peu de merde, pour continuer à être vulgaire, excusez-moi, mais c'est l'obligation de la mention pour vos déplacements privilégiés, les transports en commun et le covoiturage sur les publicités automobiles, dont tout le monde sait qu'elles n'ont aucun impact sur les décisions des consommateurs, mais en tout cas, moi, j'ai ardemment défendu qu'on la défende quand même, à défaut d'obtenir l'interdiction des publicités pour les véhicules les plus lourds, ou tout simplement l'interdiction de la publicité pour l'automobile. J'ai quand même défendu cette mesure en disant, si on n'obtient pas ça, on obtiendra très probablement encore moins une régulation plus forte de l'automobile. Et en fait, cette mesure, ce qu'elle vient reconnaître, c'est effectivement, en fait, quand on vend des automobiles, on est en train, quand on met autant d'énergie à dire aux gens qui peuvent acheter des automobiles, on est en train de dire exactement l'inverse que la priorité fixée par le gouvernement, à savoir, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est ne pas privilégier l'automobile. Voilà, dans l'espoir que la contradiction flagrante entre la mesure et l'intention politique générale finissent par susciter un trouble dans lequel nous pouvons nous insérer pour espérer subvertir le système automobile. Ou alors on a juste perdu du temps et laissé croire que le gouvernement avait changé quelque chose et il aurait mieux fallu lutter contre, je ne sais pas. Mais à mon avis, l'avenir va me donner raison, c'est quand même fort probable qu'on limite, on régresse sur ces sujets-là dans les années qui viennent. Et merci, ça suscite des questions. Mais il est 20h30 vraiment, on peut peut-être en parler. Madame au fond, et je vais essayer moi de répondre pour peut-être libérer Joseph qui rentre loin. Je voulais juste répondre au monsieur sur les batteries des vélos électriques. Et je vous remercie de dire que quand même c'est pas la même chose que sur les voitures. J'ai un vélo électrique depuis 10 ans maintenant. Et j'ai fait reconditionner ma batterie, j'ai toujours la même. Il y a des entreprises maintenant qui recyclent, qui reconditionnent. Ça a été en racheter. En effet, le reconditionnement est moitié moins cher qu'une batterie neuve. Et on évite comme ça de les jeter. On utilise toujours la même. Et puis à ça, on peut peut-être rajouter aussi qu'un vélo électrique qui n'a plus de batterie peut quand même fonctionner. Ça devient un vélo un peu lourd, mais ça reste un vélo qui est automobile. Alors qu'une voiture électrique, elle reste au garage et on attend qu'elle soit rechargée. Oui. Oui, c'est pas une question, c'est une réponse. Je voudrais compléter la réponse qu'a fait Joseph tout à l'heure sur la question pourquoi est-ce que les cyclistes brûlent les feux. Eh bien, c'est exactement pour la même raison que les piétons ne tiennent aucun compte de la couleur du feu, de la figurine qui est en face d'eux. Quand il n'y a pas de voiture, ils traversent. Et c'est socialement admis. C'est même celui qui reste sur le trottoir à attendre que la figurine soit verte, on le prend pour un fou. Alors on dit c'est un Suisse ou un Allemand. Et alors si vous voulez le vérifier, rue Réaumur, à l'angle de la rue des Petits Carreaux, pour ceux qui habitent dans le quartier, c'est un endroit où les piétons traversent
en bande, et moi quand j'arrive à vélo par la rue Réaumur, eh ben, de temps en temps, j'essaye de passer, et on me dit « et le feu ?» Et c'est les piétons qui traversent avec une figurine rouge, alors que moi j'ai le feu vert. Voilà. Et je pense que, si vous voulez, il faudrait voir, il faudrait faire l'essai, c'est-à-dire il faudrait qu'un piéton écrive un bouquin disant la même chose que ce que dit Joseph. Et j'aimerais bien savoir s'il y a un débat, il y aura quelqu'un qui lèvera la main pour dire mais pourquoi est-ce que les piétons ne respectent jamais le piéton avec les piétons. Je vous propose... Alors oui, on va remercier les deux représentants des associations épuisés probablement. Ils seront juste là sur un petit stand pour vendre le livre dont on parle depuis le début. Donc si vous voulez aller les voir aussi pour poser vos questions au moment de la vente, c'est tout à fait possible. Au tarif de 15 €, je me permets de le préciser maintenant. Voilà. Un grand merci aux interprètes en langue des signes française. Merci beaucoup. Il y a